Bienvenue dans Invisibili. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le génial Charles Michel. Ça fait plusieurs mois que je pense à cet entretien et on a profité de son passage en France cet été pour l'enregistrer. Comme son nom ne l'indique pas, Charles est franco-colombien. Il vit au Mexique et navigue sans cesse entre les cultures et les continents. C'est un chef reconnu dans le monde entier. Il s'est formé à l'Institut Paul Bocuse, a travaillé dans plusieurs restaurants étoilés Michelin, avant de tout quitter pour tracer sa route loin des sentiers battus de la haute cuisine. Il a mené des recherches à Oxford et s'attache désormais à créer des ponts entre l'alimentation et l'art, la science, la philosophie, l'éducation, la psychologie, réfléchissant à la meilleure manière de créer des systèmes régénératifs et vertueux, à intégrer la question de l'alimentation au cœur du système éducatif, ou encore à remettre le plaisir au centre de l'expérience culinaire. Dans cet épisode, on parle dans le désordre de l'importance du feu, de sacrifice, de magie et de la nécessité de faire communauté. Invisibili. Salut Charles, merci de venir dans Invisibili. Merci de l'invitation, je suis super content d'être là et très content de discuter un peu. Moi aussi, super contente d'autant qu'on est chez toi, enfin chez ton père, chez toi, dans ton jardin. Est-ce que tu peux nous dire où on est? Parce que justement, c'est ce que les auditeurs ne voient pas. D'accord. Oui, on est dans un petit terrain d'1 hectare près de Bordeaux, à 20 minutes de Bordeaux. C'est un petit paradis qu'on est en train de créer avec papa depuis à peu près une douzaine d'années. Papa est apiculteur et il a un business où il a aussi plein de producteurs dans son écosystème. Il fait des produits spéciaux autour des produits de la ruche. Et c'est un jardinier invétéré. Donc il est tout le temps en train de faire pousser des aliments. Donc on a une synergie assez sympa. Donc tous les étés je viens, je passe quelques semaines, quelques mois ici et on a construit une cabane dans les bois. Un tiers de la terre est couverte de forêt, donc on a même un petit passage d'animaux juste en face et donc c'est plein de pins, de chênes et puis d'arbres fruitiers et donc les potagers. Donc j'ai une petite cuisine dans les bois, une cabane perchée et on fait des petites réunions. C'est un peu mon pied-à-terre, vraiment littéralement pied-à-terre. On va en reparler parce que je pense que c'est un lieu habité, c'est un lieu où il y a beaucoup d'histoire, de mémoire, on va en parler. Pour commencer, j'ai envie de te demander à quand remonte peut-être pour toi la première intuition, perception, ou peut-être idée, ou même peut-être certitude qu'il y a autre chose que le visible? C'est un moment particulier. Moi, j'étais vraiment très scientifique dans ma tête quand j'étais adolescent. Je faisais le bac scientifique à Bogota. Et j'étais un peu fâché en contre de la religion catholique qui m'avait été inculquée par les deux grands-mères, côté maman, côté papa. Un peu fâché parce que je voyais un peu des injustices. Quand je suis allé voir le Vatican, j'ai rien senti du tout. J'étais un peu déçu, disons, de la spiritualité sous cette forme. Et en 2005 ou 2006, je suis allé à la Sierra Nevada à Santa Marta, en Colombie. Cette montagne qui est sacrée donc pour 4 peuples indigènes. Et je suis devenu copain avec un indigène, Arhuaco. Et un jour, on était dans un petit village qui s'appelle Minca. Et on était juste en train de voir le coucher de soleil, c'était magnifique. Et je me suis assis sur un rocher. Et j'ai senti une espèce de mélange de beauté naturelle et un bien-être interne qui était assez incroyable. Et j'avais jamais ressenti ça. Je me suis juste mis en méditation un peu sans le vouloir. Et j'ai senti une présence incroyable. C'était la magie de cet endroit, la magie des mots et de la sagesse des personnes indigènes. Et quand je me suis retourné après 10-15 minutes de ce moment magique, que le soleil s'était couché, je me suis retourné, il y avait un hibou qui me regardait sur un arbre à côté. Il me regardait droit dans les yeux comme ça et je sentais que cette présence, donc c'était cet animal qui était presque en train de m'observer, avoir cette expérience. Et ce jour-là, ça a été vraiment un début parce que je me suis posé beaucoup de questions par rapport à
un peu cette sensation de divinité ou de divin ou d'accès au divin qui était très clair, très pur et qui n'était vraiment, j'étais dans une cathédrale, dans la cathédrale de la nature et que voilà un moment de communion que j'ai eu un peu sans être averti et c'est un peu ça qui a démarré une journée où je me suis posé des questions au-delà du monde physique. Ouais. On n'a pas précisé, enfin, moi je suis très heureuse de parler avec un franco-colombien parce que je sens qu'on peut aller dans plein d'espaces et se comprendre. Et quand tu me parles de la sierra, de ce que tu as pu ressentir là-bas et tout, ça me parle énormément, cette espèce de va-et-vient entre les cultures et aussi les perceptions, les manières de voir le monde. À ce moment-là, 2005, t'en es où? Parce que tu as eu un parcours assez particulier, il y a plein de fils à tirer, donc on peut commencer par là. T'en es où à ce moment-là? Je venais de sortir de l'école de cuisine, donc j'ai fait mon bac en Colombie, je suis revenu en France, j'étais à Lyon pendant 2 ans à faire des études d'art culinaire et management de la restauration. Et donc j'étais dans ce questionnement de dire, bon, est-ce que je continue un chemin sur la cuisine? Ça me plaît beaucoup, mais il y a des limitations. Je ne me sens pas tellement à l'aise par rapport à l'ambiance dans les cuisines en particulier à ce moment-là. Et je cherchais quelque chose d'autre. Je cherchais une voie un peu différente que la conventionnelle. Parce que la cuisine, c'est venu à toi naturellement. Comment c'est arrivé dans ta vie? Tu vivais en Colombie, tu as décidé d'aller de prendre ce chemin. C'était l'alimentation, la nourriture, la cuisine, c'était déjà au centre de ta vie? C'était évident? Au début, je voulais faire une carrière scientifique. C'était vraiment ça qui m'inspirait le plus, c'était de penser aux grandes idées scientifiques. Mais maman un jour m'a dit, tu vas vraiment être un chercheur, être dans un labo toute ta vie, ou est-ce que je sais que tu as envie de voyager? Moi, vraiment, j'avais envie de connaître le monde, connaître des cultures. Donc j'ai décidé d'étudier la cuisine parce que c'est un langage universel, c'est un langage que tous les humains entendent, comprennent et travaillent. Et donc je voulais commencer ma carrière avec cette connaissance culinaire. Bien des années après avoir fait mes études d'art culinaire, j'ai compris que j'avais ça un peu dans le sang. Bon, déjà, quand je venais les étés en France passer mes vacances, ma grand-mère cuisinait de la cuisine bourgeoise, elle faisait des soufflés au fromage, elle était bretonne, donc elle faisait des crêpes, elle faisait des moules frites, elle faisait plein de choses délicieuses. Donc j'avais toujours cette passion pour lui donner un coup de main à la cuisine, faire le service. Mais après, j'ai compris que donc, mon nom de famille, Michel, vient donc de mon grand-père, qui était fils d'une fille-mère, Francine Michel, qui était cuisinière servante, donc dans des familles bourgeoises. Elle était cuisinière, c'était sa spécialité. Et elle-même était fille d'une fille-mère, Adeline Michel, qui était elle aussi servante cuisinière. Donc il y a 2 générations de mères cuisinières qui à l'époque, comme elles étaient filles-mères, c'était très difficile pour elles puisqu'elles avaient eu un enfant en dehors d'un mariage. Et à cette époque-là, avec les mœurs du temps, c'était un peu c'est difficile pour elles de faire une vie autre que d'être servante et cuisinière. Mais elles avaient ce talent de la cuisine. Et donc il y a plein d'histoires dans la famille autour de plats traditionnels et vraiment je sens qu'il y a un sens du service que j'ai vraiment profondément qui est lié donc à cette histoire de cette arrière-grand-mère et arrière-arrière-grand-mère qui était cuisinière. T'as repris les fils et tu t'es remis dans ce tissage. Ouais, et puis d'une manière très naturelle. Et pour moi, c'est plus un instinct de la cuisine et c'est un service de famille. Pas forcément quelque chose de professionnel dans une cuisine professionnelle, dans le système ou le business du restaurant. Pour moi, le langage de l'aliment, c'est un langage qui devrait être universel, mais qui est donc quelque chose qui est très intuitif et qui est très lié à une façon de vivre qui n'est pas si ancienne, il y a 2, 3, 4 générations, tout le monde avait un jardin, tout le monde avait des poules ou des animaux, et tout le monde s'approchait à l'aliment, à la conservation des aliments, et à une manière de s'alimenter qui était beaucoup plus régénérative et écologique que ce qu'on a aujourd'hui. Donc moi, c'est presque une mission sans lettres, c'est vraiment une façon d'être, de savoir bien s'alimenter et être connecté avec la culture environnante. Tu as eu un parcours assez classique finalement dans la cuisine. Tu disais que tu allais en école de cuisine en France.
à un moment, il y a eu un déclic pour partir vers autre chose parce que tu tournes et tu danses autour de l'alimentation de plein de façons. Comment ça s'est fait, cette transformation, ce changement, à ce moment-là en tout cas? Oui, pendant 5 ans, j'ai fait vraiment le parcours classique du cuisinier. J'ai travaillé dans plusieurs restaurants étoilés, à Lyon, ensuite en Italie, avec la famille Santini, 3 étoiles Michelin. Donc, et après ça, j'avais l'option d'aller travailler dans un autre restaurant étoilé, être chef de partie et puis continuer dans cette aventure. Mais mon corps m'a dit, j'avais 25 ans et j'avais des problèmes de genoux, de dos et de cœur. Je souffrais vraiment dans mon corps par rapport à, je pense que c'était l'anxiété et le stress de la cuisine. Donc je me suis dit, ça c'est pas bon, il y a quelque chose qui me dit très fort qu'il faut que je change cette carrière. C'est là où je suis rentré dans une recherche un peu plutôt du côté artistique autour de l'aliment. Je me suis posé beaucoup de questions, je cuisinais toujours, mais vraiment dans le privé, avec des amis, pour de l'événementiel un petit peu, pour me faire des sous, mais c'était plus une recherche, voilà, je sens que l'aliment a un rôle plus important à jouer que de juste faire des menus dégustation à 300 € par personne. C'est pas du tout démocratique. La capacité d'impact que ça peut avoir sur plein de problèmes que l'on a aujourd'hui n'est pas très grande quand on la voit juste depuis l'art culinaire. Il y a un rôle à jouer, évidemment, de l'art culinaire, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre. Donc je suis rentré dans cette époque un peu grise, je ne savais pas trop quoi faire, mais je faisais quelques trucs très très sympas avec des artistes. Et un jour, j'étais inspiré par une œuvre d'art, je faisais des salades qui étaient inspirées par Kandinsky, donc l'expressionnisme abstract. Donc je faisais des espèces de peintures avec des purées, des sauces, de la technique culinaire assez haute, mais très simplement présentée comme une œuvre d'art. Et ça a fait beaucoup réfléchir des personnes qui savaient d'art culinaire, des amis trouvaient ça incroyable. Et j'ai rencontré un professeur de l'université d'Oxford qui faisait de la psychologie sur des aliments, un des grands scientifiques de la psychologie des aliments aujourd'hui, Charles Spence. Et il m'a invité pendant 3 mois à faire de la recherche dans son labo. Il m'a dit tu restes chez moi, j'ai une chambre d'étudiant. Et pendant 3 mois, je vais t'apprendre un peu à faire. On peut faire une expérience pour prendre des données sur cette idée de ta salade artistique et puis on verra ce qui se passe. Et au bout de 3 mois, je suis resté là-bas, je suis resté pendant 4 ans à faire de la recherche. Et c'est là donc j'ai accompli mon rêve d'enfant de devenir scientifique. À Oxford. À Oxford, ouais. Et ça a été vraiment un moment très important pour moi de comprendre l'académie, la pensée, et l'impact que peut avoir l'académie aussi sur l'industrie, parce que de l'académie, on a de nouvelles idées, il y a beaucoup d'informations pour innover. Cette innovation, quand elle est prise d'une manière que ce soit inspirer le public en général ou avoir des meilleures idées pour créer des produits massifs, il y avait un impact énorme. Et aussi du côté plutôt humanité, de juste comprendre quel est le rôle de l'aliment dans la société humaine et comment faire pour changer les choses qui ne marchent pas par rapport à ça. Est-ce que tu te souviens de ces 4 ans, un des thèmes sur lesquels tu as travaillé, quelque chose qui est ressorti comme ça, qui t'a paru vraiment impactant, d'autant que tu avais un profil, j'imagine, qui ne devrait pas être très courant dans cet environnement. Donc, est-ce que tu peux nous raconter juste peut-être quelque chose qui t'a marqué de ces 4 années, j'imagine, même si c'est sûrement plein de choses, mais... Ouais, il y a plein de choses qui m'ont marqué à cette époque. Je me souviens, parce que j'étais un peu bizarre. J'avais 26 ans, 27 ans, chef, et dans un laboratoire de psychologie. Les gens me disaient, mais tu fais quoi ici? Et donc il y avait toujours une façon intéressante de rentrer dans les conversations. Et souvent, j'étais invité par des professeurs au high table, donc c'est à ces dîners j'étais le seul qui n'avait peut-être pas un doctorat sur ces tables, et j'avais toujours de très très belles conversations avec des académiciens, et toujours je sentais qu'ils avaient vraiment jamais pensé à l'aliment. Je leur parlais de neurosciences et aliments, que c'était ce que j'étais en train de faire à ce moment-là, mais souvent par rapport à des aspects culturels, par rapport à des aspects scientifiques, sur la matière de l'aliment, quand je parlais avec un géographe, avec un philosophe, avec un
un mathématicien, il y avait toujours un « Ah ouais, j'avais jamais pensé à ça ». Et j'ai vraiment senti qu'il y avait un espace vide dans l'académie, dans la haute pensée académique, où on avait mis de côté l'aliment comme quelque chose d'artisanat, comme quelque chose qui est toujours là. De populaire, un peu pas intellectuel. De commun, quelque chose de commun qui ne méritait pas une pensée haute. Et quand on parle de changement climatique, à l'époque, donc c'était en 2013-2014, on commençait à parler de la crise climatique, et on commençait à se rendre compte que l'aliment jouait un rôle énorme. Et moi, en particulier, je me suis dit, mais il faut que les scientifiques parlent plus de l'aliment et qu'ils le prennent plus en compte, parce qu'il y a énormément de travail à faire et de choses à changer. Et ça a vraiment donné forme à la façon dont je m'approche aujourd'hui à l'éducation, à l'activisme d'une manière ou d'une autre, et puis à l'entrepreneuriat. Et tout ce que je fais a cette idée de vraiment changer le paradigme autour de l'aliment. Ce que tu dis de l'académie me semble vrai aussi dans la société, c'est-à-dire même... moi, je pense par exemple à ma mère qui allait voir un médecin qui a une maladie, et on lui a demandé, mais l'alimentation, comment on pourrait la changer? Il dit, ah non, l'alimentation, ça n'a aucun impact. Et donc, j'ai vraiment la sensation qu'il y a aussi dans la formation, dans la société même, dans la manière d'aborder le soin, d'aborder le corps. Je ne sais pas si tu vois ça aussi, j'imagine. Est-ce que ça change? Est-ce que ça évolue? Quel est ton regard là-dessus? Ça change. Je sens que souvent les humains, il faut qu'on arrive à un moment de douleur extrême pour changer les choses. Et tant qu'il n'y a pas cette douleur extrême, on tolère, et puis même si on sait que c'est pas très bien, on laisse passer. Donc là, je pense qu'on est en train d'arriver à un point de douleur extrême par rapport à un système alimentaire industriel que l'on a inventé un peu en gros depuis le début de la machine à vapeur, mais on va dire l'ère fossile au niveau énergétique, qui a créé un paradigme complètement différent par rapport à l'aliment, qui nous a déconnectés comme espèce de quelque chose que qu'on a fait pendant des dizaines de milliers d'années, qui était avoir une certaine proximité avec le monde visible et invisible de l'aliment. Quand on parle d'invisible dans l'aliment, c'est pas seulement le spirituel, c'est les bactéries, c'est toute cette richesse qu'il y a dans le monde donc, microscopique de l'aliment, qui fait que peut-être notre système digestif marche mieux quand on est en contact avec ces choses que l'on considère d'une manière moderne comme sales, les bactéries, les microbes, les champignons. Il y a tellement de choses dans cet univers invisible qui est du langage et de l'équilibre naturel, dont on s'est déconnecté, et donc il y a, je pense, de gros problèmes de santé publique qui sont causés par ce système alimentaire. Donc on est en train de se rendre compte de tout ça, et maintenant il faut intégrer une vision plus holistique de l'aliment pour... En fait, aujourd'hui, ça je tire ça d'un écrivain qui s'appelle Yuval Noah Harari, qui a écrit le livre Sapiens et Homo Deus. Il parle qu'il y a beaucoup plus de morts aujourd'hui sur la planète à cause de manger trop d'aliments que de ne pas en avoir assez. Donc on se préoccupe énormément de donner à manger à ceux qui ont faim. Oui, très important. Il y a le Programme mondial alimentaire des Nations Unies, et puis il y a plein d'organisations qui font un job très bien. Mais les personnes qui ont des maladies chroniques à cause de l'excès alimentaire, ça, on ne s'en occupe pas. Et ça cause plus de morts. Mais peut-être une dizaine de fois plus de morts. Donc on vit dans un état de paradoxe assez fort. Et quand on regarde vraiment comment les choses marchent autour de notre relation à la vie, qui est le système alimentaire, et notre relation au paysage, on a vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis c'est pas hyper compliqué, c'est juste, on le faisait déjà. Tout était... on parle de développement durable, mais il y a 100 ans, on avait un système qui était déjà durable. Donc ce qu'il faut, c'est trouver un juste milieu entre ce monde technologique avancé, technique, et la partie humaine, qui est celle qu'on a un peu changée, oubliée par rapport à notre relation au vivant. Et toi, dans ta manière d'aborder l'aliment, tu dirais, quelle est la
la bonne manière, la belle manière, enfin de tout ce que tu as exploré, etc. Qu'est-ce qui te semble juste aujourd'hui? Qu'est-ce que tu, même peut-être pratiques toi-même? Ça dépend énormément du contexte. Cette question, je peux la répondre d'une dizaine de façons différentes. Si on parle au niveau famille, par exemple, je dirais que l'importance du feu, l'importance que tout le monde ait de la connaissance autour des aliments dans toutes les familles, qu'il y ait vraiment une culture de se réunir autour du feu. L'âtre de la maison, voilà, c'est le cœur de la maison. Il y a énormément de choses à faire. Mais après, si cette question m'est posée par quelqu'un qui est d'une entreprise industrielle qui a 20 000 employés et qui ont une manière de faire les choses et qui veulent aller vers le développement durable et qui ont les mains liées par des produits qu'ils ont créés dans les 2-3 dernières décennies et qui marchent, et qui ont des millions de consommateurs qui dépendent de leur nutrition pour ces aliments qui peut-être ne sont pas si écologiques et si tournés vers le futur. Eh ben, la réponse, elle est très différente. Et là, je te dirais que oui, on a besoin éventuellement de faire des alternatives de protéines à travers l'agriculture cellulaire pour satisfaire les besoins nutritionnels d'une partie de la population au lieu de faire de la culture animale. Donc la question dépend énormément, ou la réponse plutôt dépend du contexte. Ce que je pense, c'est qu'il y a énormément de solutions et que tout est là, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment en avant dans la mentalité collective. On se préoccupe de plus en plus pour ça, mais je pense qu'il y a un manque de volonté politique et économique à faire des changements vraiment substantiels pour pas qu'il y ait plus de souffrance dans les années à venir, que ce soit par rapport à la santé publique ou à la santé écologique. Peut-être aussi la question de la conscience de plein de choses, mais de ce qu'on est, de ce dont on s'alimente. Je me souviens j'ai assisté à un cycle de conférences du dramaturge Wajdi Mouawad au Collège de France cette année, qui a commencé l'une de ses conférences en disant pendant l'heure pendant laquelle on va être ensemble, je crois que c'est 37 millions d'animaux vont être tués dans le monde. Il dit on vit sur un charnier. Et on n'a plus conscience de ce que c'est que de tuer un animal, de la mort, du sacrifice. Il parlait de cette notion de sacrifice et j'ai trouvé ça absolument magnifique, du sacrifice, du rituel de la conscience en fait, de ce que c'est que de s'alimenter, de manger, de tuer même. Est-ce que tu sens que c'est une notion qui te parle, cette question de la conscience du sacrifice en fait? Absolument. Absolument. D'ailleurs, ici, juste à la cabane et là où on est en ce moment, j'ai créé donc cette format d'étude, disons, de 7 jours qui s'appelle l'écologie de l'aliment. Et c'est une masterclass où j'ai reçu 3 ans. Depuis 3 ans, je reçois à peu près 15 personnes qui sont soit professionnelles, soit très intéressées par tout ce qui est alimentaire. Et on ne mange pas de viande toute la semaine. On mange du fromage, on va chez un ami qui est producteur de produits laitiers de chèvre. Mais on ne mange de la viande qu'une seule fois dans la semaine. Et c'est un coq et une poule que l'on sacrifie avec tout le monde. Donc c'est vraiment l'acte, enfin comprendre ce qui est derrière manger un coq au vin. Et donc c'est un moment qui est très 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 fort où papa me porte les 2 animaux et on se met en cercle et on parle un peu de tout ça et ensuite je fais un sacrifice de la manière la plus respectueuse possible. Et ce sont vos animaux? Ouais, ce sont nos animaux que papa a alimentés pendant des mois et à chaque fois que je fais cette expérience, tout le monde pleure. Et moi, je sens dans mon système nerveux une douleur. C'est-à-dire que c'est très difficile de planter le couteau dans la gorge d'un animal, le saigner et le sentir partir. Et ensuite ça devient un animal mort, un cadavre. Ensuite, on le pèle, on le nettoie et c'est de la viande. Donc il y a cette transformation un peu mystique qui passe, mais on oublie qu'il y a un moment où c'est de la vie qui est partie, il y a la mort, et c'est sacré. Et même si c'est juste une poule, c'est pas juste une poule, c'est de la vie qui est d'une manière très ancestrale auprès de l'être humain,
Les chiens, les chats, les poules, les chèvres, les vaches sont à côté de notre système de vie agricole, ancestral. Et quand on prend la vie d'un animal, c'est important, on ne le fait pas tous les jours. Donc aujourd'hui, ce sont surtout des machines qui prennent la vie des animaux. Ça a été inventé dans les années 70 à cause de la croissance de la demande de viande. C'est très récent en fait. Très très récent. Donc là, oui, on est c'est un des paradoxes éthiques les plus importants de notre temps, il n'y a aucun doute. Moi, je mange de la viande, mais je le fais en pleine conscience que c'est un système qui ne marche pas et qui devrait changer. Mais quand on fait ces expériences, je pense que vraiment autour de l'éducation, surtout, moi, je ne sais pas, je m'imagine que peut-être en 50 ans, il y aura une expérience pour les cuisiniers professionnels devraient passer par l'expérience de voir ou même de prendre la vie d'un animal avant d'avoir une licence pour pouvoir cuisiner de la viande dans un restaurant. Ça changerait complètement les choses. Et puis même à l'école. Évidemment, ça c'est très polémique de dire « Oh, vous allez choquer mon enfant à le montrer. » Oui, mais si l'enfant mange du poisson et de la viande, il s'éloigne de la vérité s'il ne sait pas qu'il y a un acte de sacrifice qui est brutal aujourd'hui dans l'industrie et qui pourrait être quelque chose de très, très beau et très sacré si on le faisait à l'échelle humaine. Et donc là, il y a toute une morale, une éthique qu'il faut réfléchir autour de la conscience, donc de la vie que l'on prend de la nature pour pouvoir avoir de l'énergie pour notre société, notre civilisation. J'ai l'impression que peut-être le rituel représente une réponse dans le sens où on est dans une société extrêmement accélérée, où on mange parfois très vite, sans réfléchir, sans penser à ce qui est en train de se passer. Il y a aussi d'un côté, toute la nourriture industrielle qui, on est en train de le voir, nous empoisonne. De l'autre côté, il peut y avoir aussi peut-être une obsession de la santé et du bien-être et de manger telle ou telle chose et de se restreindre sur telle ou telle chose et d'être végane ou d'être... Mais quelque part, peut-être qu'on a perdu juste l'histoire, la manière de raconter, le rituel en fait. Est-ce que ça peut être une réponse ? Oui, absolument. C'est pour ça que je dis qu'à l'échelle familiale, c'est ce rituel d'être autour du feu et de vraiment comprendre le feu. Je ne parle pas de feu de gaz ou d'induction. Je parle vraiment de flamme. Et là, il y a une déconnexion de ce qui nous fait être humains. On est une créature du feu. On est la seule créature que l'on sache aujourd'hui dans l'univers qui contrôle le feu ou qui a une relation avec le feu. Et dans toutes les traditions, que ce soit indigènes, païennes, autour du monde, et même dans toutes les religions, il y a des flammes, que ce soit une bougie avec un symbole imprimé dessus dans n'importe quelle religion, il y a toujours cette relation au feu sacré. Et donc là, il y a quelque chose de très profond que l'on a oublié, et donc il y a énormément de mémoire justement autour de cette relation au feu et de cette circularité qui se passe autour du feu, autour du rituel. Et oui, je pense que c'est un peu notre culture qui souffre de cette déconnexion et on n'a plus de rituel moderne dans la façon dont on l'a fait pendant des milliers d'années et qui portait une cohésion, une connexion entre êtres humains, même entre tribus qui nous permettait de parler un langage commun. Et aujourd'hui, tout ça, c'est laissé au monde de la consommation et de l'économie croissante. C'est quoi ton rapport avec le feu, ta relation au feu ? Ouais, le feu, pour moi, c'est une connexion directe avec le divin. Quand on pense, et je vais être très précis, il n'y aurait pas de vie sur Terre sans l'énergie solaire. Et le Soleil, c'est une boule de feu qui est à 150 millions de kilomètres d'ici, qui projette une quantité phénoménale d'énergie, et on capture un petit brin de cette énergie, en particulier grâce à la photosynthèse. Les arbres, les feuilles des arbres capturent cette énergie solaire, la concentrent dans le tronc et ça devient de la cellulose. C'est une forme condensée d'énergie. Les plantes que l'on mange, elles prennent cette énergie, ces photons,
et la transforme en pommes de terre qui ont des carbohydrates, qui sont de l'énergie concentrée, dans des fruits avec de fructose qui est une forme d'énergie concentrée. Donc quand je parle d'énergie, je parle purement d'énergie solaire. Et donc quand on fait un feu, c'est de l'énergie solaire qui a été capturée par une plante. Et quand on allume, c'est le feu du soleil qui est en train de nous chauffer. Donc on a une façon d'avoir une connexion directe avec la source même de la vie qui est le soleil. Donc là, tu vois, dans mes mots, il y a dans cette rhétorique un peu, il y a une danse entre le côté scientifique et le côté spirituel. Donc pour moi, c'est vraiment le cœur d'une communauté, c'est le cœur de l'humanité, c'est le feu. Et ça l'a été depuis que l'on est humain. On a commencé à être humain quand on a commencé à cuisiner nos aliments. C'est une théorie c'est une théorie en particulier que Richard Wrangham, un primatologue de Harvard, a proposé il y a à peu près une quinzaine d'années, où il dit que nous sommes devenus humains pas parce qu'on a commencé à manger de la viande, pas parce qu'on a eu une innovation sociale qui nous a permis de commencer à avoir un langage. C'est autour du feu que nous sommes devenus humains. Et c'est à la déconnexion du feu qu'on oublie ce que c'est que d'être humain. Donc pour moi, ça me rappelle un peu mon humanité d'être autour d'un feu. Et surtout quand on est en communauté, ça donne sens à plein de choses. Dans ta cabane, tu me disais que le premier élément, c'est peut-être ton premier achat, c'était une cuisinière. C'est peut-être la première chose que tu as installée, c'est le feu. Est-ce que tu peux nous raconter un peu aussi ce que représente pour toi cet endroit, cette cuisine? Wow. De l'expérience que j'ai eue en restauration professionnelle Michelin, j'en garde des souvenirs incroyables et j'ai appris énormément de choses. Il n'y a pas eu en soi une expérience négative. Par contre, il y avait énormément de stress. Et pendant des années, après m'être éloigné un peu de la cuisine professionnelle, j'étais un peu fâché avec la cuisine. Quand je rentrais dans une cuisine, je devenais automatiquement agressif. Il fallait que je fasse les choses vite. Si quelqu'un était lent à côté de moi, je perdais un peu mon centre. Et pendant des années, je voulais plus rentrer dans une cuisine. Et c'est cette cuisinière à bois qui m'a permis de reprendre amour à la cuisine. Pourquoi ? Et je le dois, je pense, au feu. C'est que avant de me mettre à penser dans mon ego à ce que je vais cuisiner ce soir pour des invités et aller faire des courses et dessiner des plats, comme j'avais appris de manière un peu traditionnelle dans le sens moderne, gastronomique, classique, il fallait que j'aille couper du bois. Et donc si c'était du pin, c'est pas le même bois que si c'est du chêne ou si c'est du charme. Et donc en fonction du type de bois, il y aura plus ou moins de température. Donc ça commençait là, ça commençait par aller voir ce qu'il y avait dans le jardin et de créer à partir de ça. Et en particulier le temps qu'il faut, que ce soit pour la cuisinière qui chauffe, pour trouver l'endroit du piano, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou qui sera le plus chaud. C'est toujours plus lent, mais pas forcément moins efficace. C'est juste une approche différente à l'acte de cuisiner. Et il y a ce charme qui n'est pas négligeable. Le charme de cuisiner à feu de bois, tout le monde te dit « Oh, que c'est bien !» Oh, il y a ce mot, je crois que c'est en danois, hygge, right, le confort autour du feu. Il y a ça qui, à mon avis, n'est pas négligeable et qui, si on le voit d'une manière spirituelle, c'est la présence du feu qui est là dans la famille. Et donc il y a quelque chose vraiment de transformateur dans ce feu qui est présent dans la cuisine. Évidemment, je ne veux pas dire que tout était idéal il y a 100 ans quand on cuisinait au charbon de bois ou même au bois dans les cuisines, parce que c'était des environnements très très difficiles. Antonin Carême, un des plus grands cuisiniers de l'histoire, ou le plus reconnu, est mort à cause d'être à 40 ans, je crois, 40 et quelques,
à cause des fumées toxiques qu'il y avait dans les cuisines professionnelles à cette époque-là, quand on cuisinait au feu. Donc évidemment que c'est une innovation incroyable d'avoir l'induction, d'avoir du gaz. Oui, tout à fait. Dans un système moderne, dans une ville, mais en famille et en connexion avec la nature, c'est le bois. Tu parles beaucoup de famille. En plus, ici, on est sur la terre de ta famille. Tu parles aussi, je pense, on a parlé là de communauté. Dans ce chemin, quelle est la place pour toi de la famille, de la communauté, comment tu tisses aussi ça collectivement dans ta vie personnelle, je veux dire. Bon, il y a la famille de sang et il y a la famille que l'on choisit. Pour moi, il y a quelque chose de très spécial, c'est d'avoir un peu cette magie dans les mains, de pouvoir transformer et créer des aliments incroyables qui permettent de créer des moments incroyables en communauté avec d'autres humains. Et ça rapproche énormément. C'est vraiment pour moi un peu comme une espèce de colle. C'est vraiment un lubrifiant social. C'est quelque chose qui fait que l'on se sente proche des autres. Je pense que d'avoir plus de repas où il y ait de l'art culinaire et une connexion à l'environnement direct autour de l'endroit où l'on mange avec des personnes qui ont envie d'être connectés à d'autres humains, qui ont envie de en gros, l'antidote à la solitude. Il y a énormément de souffrance aujourd'hui dans l'humanité à cause de la solitude, l'isolation. On vit dans des villes de millions de personnes et on peut se sentir très 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 seul. Et je pense que justement ça, la bonne cuisine, le feu, c'est l'antidote à une des plus grandes épidémies de notre temps. Et là, il y a plein de réponses. Il y a plein de réponses par rapport au système alimentaire, il y a plein de réponses par rapport à la spiritualité, par rapport à avoir des systèmes sociaux qui nous tiennent, qui nous supportent, qui nous aident. Et aussi beaucoup d'échanges entre générations, les enfants, les grands. Il y a énormément de bien-être autour de ça. Et je pense même, j'oserais même dire que c'est un des sens de la vie, d'avoir de bons moments autour d'une table. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en vacances? On va faire des courses, et on fait un petit festin, et on fait une fête. Qu'est-ce qu'on fait les week-ends? On fait un barbecue, on invite quelqu'un. Il y a énormément de sens. Et je sens en mettant plus d'art et plus d'amour dans ces actes d'alimentation, il peut y avoir vraiment quelque chose de très beau à faire. Et il y a quelques générations, il y avait le lavoir où on allait laver les vêtements avant la machine à laver. Et il y avait une connexion. Je ne dis pas que c'était un travail super, ça devait être très difficile d'être à genoux et tout ça, ça devrait être difficile. Mais il y avait une cohésion sociale. Il y avait des feux communs aussi. Il y avait des endroits où on avait de la communauté. Et ça, aujourd'hui, on est très isolé. Je pense que la bonne cuisine et le feu, c'est un antidote à la solitude. Tu as parlé d'amour et moi, je sens que ces dernières années, dans un travail de plus de conscience, de connexion, je sens que quand je me nourris de quelque chose qui a été fait avec amour, je suis nourrie. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps comme une synergie. Et ça peut paraître comme ça un peu ésotérique, mais je pense vraiment que c'est réel. Et que si tu vas dans un restaurant et que le cuisinier était mal luné ou pas content, enfin tout ça aussi, ça te nourrit. Et d'ailleurs, dans les communautés indigènes en Colombie, par exemple, quand il y a une préparation de plantes, le chant, la pensée, l'état d'esprit dans lequel on est quand on l'accueille, quand on la cuisine, ça compte et ça a un impact sur l'expérience. Est-ce que tu ressens ça? Est-ce que tu le vois, tu le nourris aussi? Oui, absolument. Je l'ai entendu déjà aussi beaucoup de fois et je l'observe. Il y a une façon différente en tant que cuisinier quand tu t'approches à un aliment. Quand tu le fais avec... en fait, il y a tellement de sacrifices dans l'acte de cuisiner, que ce soit la chaleur, que ce soit les couteaux, que ce soit la patience qu'il faut avoir. Quand on le fait d'un côté un peu plus performatif, je pense qu'on perd un peu d'âme. Mais il y a évidemment cette importance du détail. Et cette importance du détail, elle ne peut venir que d'une passion. Et la passion, en définition, c'est du feu dans le cœur.
hein, on a vraiment envie. Et donc ça, c'est évidemment très perdu aujourd'hui. Oui, quand on a, c'est un des métiers les plus difficiles, la cuisine. Je ne parle même pas de santé mentale, de racisme, de sexisme qu'il y a dans les cuisines. C'est énorme et ça fait que l'ambiance des cuisines en général est assez toxique. Donc on s'alimente de ça, oui. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi, et ça c'est quelque chose qui est... ça me fait sourire, mais c'est assez polémique avec les nutritionnistes. Donc je travaille en académie, mais j'ai aussi des idées un peu différentes. Et donc il y a cette idée qu'une carotte qui vient juste d'être cueillie peut avoir une propriété nutritionnelle plus grande qu'une carotte qui a passé 3 semaines dans un frigo et qui vient de loin. Alors le nutritionniste dira non, une carotte c'est une carotte. Voilà, les résidus solides quand on brûle une carotte c'est ça, et voilà, les carottes sont constantes. Alors que pour moi c'est bien évident que toutes les carottes ne sont pas pareilles. Et en fonction du type d'agriculture, de la richesse du sol, du type de fertilisation qu'il y a, si c'est des fertilisants qui viennent de la pétrochimie ou qui viennent d'un système régénératif cyclique de résidus et de nutriments. Déjà, voilà, nous sommes ce que nous mangeons, mais nous sommes aussi ce que notre aliment mange. On ne porte jamais un degré plus loin. Et donc la qualité de la nutrition de mon aliment va influer sur la qualité de mon alimentation. Et je pense que là, il y a quelque chose de très important, surtout par rapport à cette approche de dire qu'il y a un aliment qui peut être fait avec de l'amour. Voilà. Il y a de l'amour aussi à faire à l'aliment à travers de l'agriculture ou la culture. Et je pense aussi qu'il y a ce principe qui vient des philosophies de l'Est, du chi, de la force de vie. Et je pense, c'est évident pour moi qu'une carotte qui vient juste d'être cueillie, elle a plus de chi, elle a plus de force de vie qu'une carotte, la même que j'ai cueillie il y a une semaine, qui est en train de faner, et que ce soit en frigo ou pas dans le frigo. Et donc cette proximité, je pense, a un rôle énorme à jouer pour une alimentation qui a la santé. Évidemment, c'est très difficile aujourd'hui de dire voilà, on va tous s'alimenter de notre jardin. C'est pas réel pour la plupart de l'humanité, mais on peut changer certains systèmes qui voilà, pourquoi les écoles, au lieu d'avoir des fleurs et des plantes inutiles, disons, aucune plante n'est inutile, mais on pourrait avoir des tomates, des carottes, des pommes de terre, enseigner aux enfants la valeur de la terre et de créer ça. On pourrait même avoir des toilettes sèches aux écoles et utiliser ça pour faire du compost. Là, j'emmène l'idée très loin, mais c'est vraiment pour pouvoir faire du sol, pour pouvoir faire de la terre fertile et avoir des endroits communautaires où au moins les futures générations puissent comprendre qu'il y a de la vie là-dedans. Et tout le monde dira pendant la pandémie, quand ils faisaient pousser des tomates cerises dans leur balcon, elle avait un goût incroyable cette tomate cerise. Ben, c'est ça, le goût, c'est la richesse nutritionnelle. Et ça, c'est quelque chose de scientifique. On essaie de comprendre mieux. C'est que plus l'aliment a un goût plaisant, plus il peut avoir de propriétés nutritionnelles positives pour le corps. Et la langue et notre système olfactif et gustatif le savent. Donc le bon goût, c'est pas juste de l'artifice, c'est de la substance nutritionnelle. Et donc là, voilà, cuisiner avec amour, c'est bien plus de choses, ça rentre dans un système. C'est pas juste l'acte de faire ça tranquillement avec amour, parce que si amour sans technique, ce sera bien, mais il y a aussi la technique qui compte et la précision. Donc il y a un équilibre à avoir entre ce masculin et ce féminin dans l'aliment. Toi, tu as un rapport avec le potager. Tu as un potager, c'est quoi? Comment ça se passe? Quel est ton lien avec la terre? Moi, j'ai un papa qui passe ses journées dans le potager, donc c'est vrai que de temps en temps, je vais dans les coups de main. J'aime beaucoup cueillir avant un repas. J'aime beaucoup avoir de nouvelles idées au jardin, avoir, je sais pas, une plante de brocoli
dont on mange que la fleur, alors que les feuilles sont aussi hyper bonnes, chargées en nutrition, les herbes sauvages. J'aime beaucoup tout ça, mais c'est vrai que en ce moment, je vis dans un appartement à Mexico City, donc j'ai juste des menthes que je cueille pour faire mon thé. Mais c'est vrai que cette connexion à la terre a énormément de potentiel de nous apporter du bien-être et de comprendre la vie d'une manière différente. Quand je vois des oignons là-bas, ils sont en fleurs. Donc le bulbe n'est pas si bon, mais les fleurs sont excellentes. Et puis chaque oignon donne à peu près 200 fleurs. Ça veut dire que dans un oignon, il y a le potentiel de 200 oignons, si on s'en occupe bien. Donc l'aliment est exponentiel. Donc, il y a une leçon philosophique énorme à voir au lieu de dire « Ah, l'oignon est monté en fleurs, il est perdu. Tristesse, rien, nul. » Ah ben oui, mais tu as 200 graines qui te promettent que tu pourrais faire 200 oignons si tu fais ça bien pour l'année prochaine. Donc c'est un peu changer complètement la narrative. Et il y a énormément à apprendre, énormément de sagesse dans un jardin. Tu as une trajectoire très riche. Tu arrives à faire, et on sent que tu as envie de faire de belles choses, enfin de transformer aussi de manière, j'ai envie de dire, douce et belle tout ce domaine. Comment tu fais dans ta vie pour matérialiser justement ce chemin ? Je suis très passionné par l'éducation, donc je le fais déjà, mais je veux continuer à créer de nouvelles façons d'approcher l'éducation culinaire, en particulier l'éducation gastronomique. Je fais ça à l'Institut LIFE, donc avec l'Institut Paul Bocuse à Lyon, au Basque Culinary Center en Espagne et avec une université aussi en Irlande, de vraiment créer des cours différents pour les étudiants qui travaillent dans l'aliment. Donc ça, c'est une des avenues très importantes pour moi. Dans le futur et la vision, c'est de démocratiser l'éducation alimentaire. En ce moment, j'enseigne en master. Là, justement, demain, je vais à Lyon pour essayer de voir si on peut passer certains cours, modules du master dans le bachelor. Donc, pour que plus d'étudiants puissent avoir en première année des connaissances sur le système sensoriel gustatif, sur la psychologie de l'aliment, sur le système alimentaire. On parle que de système alimentaire qu'au bout de 4 ans. Après 4 ans d'études en cuisine, on commence alors qu'on est une partie essentielle du système alimentaire, on entend les 2 mots système alimentaire que 4 ans après avoir appris tout un tas de techniques. Donc je pense qu'on est un peu à l'envers. Mais pour moi, ce serait d'avoir l'aliment dans l'éducation primaire et secondaire et d'avoir une matière qui tisse plein de choses importantes que l'on doit apprendre pour être un bon être humain à travers l'aliment. Et c'est une matière qu'on peut appeler la gastrophysique, qui est nouvelle, le mot vient déjà d'il y a 50 ans, de Nicolas Curti, un grand scientifique d'Oxford qui était passionné, un physicien qui était passionné par l'aliment. Mais aujourd'hui, ça prend un peu plus de force de dire pourquoi ne pas transformer la salle de chimie dans les écoles, où il y a du gaz, il y a de l'eau, et c'est déjà sécurisé. Si on amène des casseroles, 2 ou 3 inductions, certains aliments et un protocole éducatif, on pourrait parler d'agriculture et aliments, de physique et aliments, d'histoire et aliments, de purement technique culinaire. Et imagine à 18 ans des humains qui ont eu pendant 8-10 ans un peu d'éducation culinaire, qui seront beaucoup plus intelligents au moment de choisir leur aliment, qui auront des connaissances pour mieux s'alimenter, avoir de l'indépendance. Si tu ne sais pas t'alimenter, tu n'es jamais indépendant. Parce que tu dépends toujours d'un système ou de quelqu'un d'autre pour t'alimenter. Et on sait très bien que l'alimentation est fondamentale pour la connaissance de soi-même, le bien-être physique, le bien-être spirituel et psychologique, évidemment. Donc je m'imagine, c'est un peu dans cette direction-là que je travaille. J'ai écrit un bouquin aussi depuis quelques années, mais j'ai jamais le temps de le finir. Je pense que ce sera bientôt. C'est sur quoi ? Sur tout ça ? Sur ta vie ? Ah oui, ça s'appelle en anglais, donc je suis en train de l'écrire en anglais. Il s'appelle Hearth, âtre.
Et donc ça parle du feu, de l'alimentation et du futur de l'humanité. En commençant par, voilà, on est devenu humain grâce au feu. Donc c'est là où on démarre et le bouquin finit sur plein d'idées qui peuvent apporter du changement autour non seulement du choix personnel, parce qu'on met énormément de pression aujourd'hui sur voilà, quel est ton bilan carbone. Et au bout d'un moment, c'est les systèmes, on est impuissant face aux prises de décision qui affectent des millions de personnes, la politique, l'économie globale. Et donc on a besoin d'un changement de paradigme qui a besoin qu'on joue aux échecs. Parce que si on joue aux dames, on ne va pas aller loin. Il faut vraiment être stratégique, il faut penser 10 années, 30 années en avant. Pour moi, c'est un peu une idée folle de dire on va changer l'éducation et rentrer et avoir de la cuisine dans l'éducation nationale, démocratique. Mais quand on y pense vraiment, on se dit mais c'est évident. Comment il se peut que nous soyons le seul animal qui cuisine, et c'est tellement important de bien s'alimenter pour vivre une bonne vie, et qu'il y ait 0 heure d'enseignement culinaire basique aux écoles. C'est une aberration quand on y pense d'un point de vue purement éthique, moral et académique. Et le bénéfice pourrait être énorme. Donc voilà une façon. Et puis bon, aussi dans ma vie, c'est pas juste l'éducation et changer le monde. Je dédie énormément de temps à créer des expériences pour unir des communautés, pour avoir pour créer des amitiés, pour un peu le jardin d'Épicure. Papa l'appelle le jardin d'Apicure. Mais voilà, c'est le jardin d'Épicure, c'est cette philosophie de vivre en bien-être, en harmonie et avoir beaucoup d'amitié. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Et pour finir, oui, je travaille beaucoup avec des grandes entreprises qui ont des challenges, qui veulent changer. Et qui sont un peu bloqués par la consommation. En gros, ce que fait le design du système alimentaire aujourd'hui, c'est les millions de personnes qui, à coût de 1 euro, 2 euros, 5 euros, votent pour un système alimentaire particulier. Et les grands industriels de l'aliment veulent aussi, comprennent très très bien les problèmes que l'on a de santé publique, de problèmes d'environnement. Et pour changer, il faut trouver des stratégies. Donc j'aime beaucoup penser à la transformation des systèmes alimentaires. Et il y a énormément de travail à faire. Et énormément de solutions, certaines technologiques, du point de vue... du point de vue de ce qu'on comprend par la technologie, mais pour moi la fermentation c'est une autre technologie, disons. Donc j'inclus la fermentation, j'inclus le travail avec le mycélium, avec les champignons, que ce soit pour digérer les déchets ou que ce soit pour faire des nutriments pour alimenter d'une manière plus écologique et plus durable les aliments que l'on consomme. Donc il y a énormément de solutions, mais souvent on a peur de changer parce que voilà, il y a une certaine équilibre que l'on n'a pas envie de casser parce qu'on prend trop de risques. Surtout quand il y a des enjeux énormes, comme par exemple avoir 20 000 employés. Si on fait les choses mal, on va pas pouvoir payer 5 000 emplois. Donc il y a l'industrie et disons on doit travailler avec tous les secteurs de la civilisation si on veut arriver à des changements concrets, pas les uns contre les autres, parce que c'est ça le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on est en bagarre entre nous alors qu'on a une mission commune. Au début, tu nous parlais de ce moment que tu as eu dans la Sierra Nevada. Quelle place ça a aujourd'hui cette connexion aussi en parallèle et que j'imagine nourrit tout ce dont tu parles? Comment se crée le lien entre le visible et l'invisible? Comment tu nourris cet espace qui s'est ouvert à ce moment-là dans ta vie? Oui, justement, à travers... je sens que je le nourris énormément quand je suis ici à la cabane, à Bordeaux. Parce que voilà, on prend le bois qui tombe pendant l'hiver, on le brûle dans la cuisinière et on cueille les aliments qui ont les déchets
d'il y a 2 ou 3 ans que l'on a produit dans la toilette sèche. Donc il y a des systèmes circulaires, il y a un système de respect et de relation avec la vie visible et invisible qu'il y a autour de nous. Et là, il y a un équilibre. Et je sens que pour moi, un des objectifs, c'est de pouvoir non seulement préserver l'endroit où on est en ce moment, mais en créer d'autres. Et peut-être même faire une école autour d'une idée comme ça. Et là, je sens que c'est la façon la plus concrète à laquelle je puisse travailler sur cette sensation. Après, c'est vrai qu'il y a toute une vie spirituelle aussi, mais qui pour moi s'accomplit en étant en communauté, en vivant des moments magiques autour de l'aliment. Pour moi, c'est ça la prière et c'est ça l'église. La messe, c'est de passer de très très bons moments avec d'autres humains et de s'accompagner et de se sentir aimé, quoi, enfin. Quels sont les fils invisibles que tu es en train de démêler, de tirer, de tisser en ce moment? C'est un nouveau territoire peut-être que tu explores, parce que j'ai l'impression que tu es en permanente exploration et en permanent mouvement. Oui, en ce moment, je travaille avec un magicien illusionniste mexicain qui est devenu un très très bon copain. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que fait un magicien illusionniste, c'est de créer des réalités là où il n'y en a peut-être pas. C'est de créer une fantaisie réelle, faire qu'une fantaisie devienne réelle. Et je pense que dans un sens, c'est ce qu'on a besoin de faire dans l'humanité aujourd'hui, c'est d'enchanter le monde à nouveau. C'est de comprendre qu'il y a de la magie dans un champignon qui communique avec toute la forêt. Voilà, une idée qui paraît peut-être fantaisiste, mais qui est vraie. Que les arbres communiquent entre eux et qui s'alimentent les uns les autres quand il y en a un qui a pas assez de soleil. Il y a une communauté complète dans une forêt, c'est un organisme vivant. Donc d'un côté, il y a cette magie dans le monde naturel, et il y a cette capacité qu'a l'intellectuel humain ou le cerveau humain à croire des réalités qui ne sont pas forcément vraies. Aujourd'hui, je pense qu'on vit dans une illusion contrôlée où, en fonction de ce que l'on écoute, voit, lit, on va avoir une façon particulière de comprendre les faits divers d'aujourd'hui, les guerres, les conflits, les défis que l'on a. Et on a tendance à rentrer dans une illusion. Et je pense que cette illusion, donc on croit qui est réelle, pour beaucoup de personnes, leur réalité est vraie. Mais ces réalités sont vraiment créées à partir, souvent, d'illusions, de choses qui ne sont pas vraies. Et donc, ce qui m'intéresse énormément en ce moment, c'est comment créer des narratives qui puissent résoudre les défis que l'on a aujourd'hui. Je m'inspire énormément par mon ami et son travail d'illusionniste. D'ailleurs, on est en train de créer un show ensemble, où moi, plutôt le côté scientifique et sensoriel, et lui, le côté magie et illusion. Et on crée une conversation pour faire réfléchir et dire ce que tu crois impossible est peut-être possible, et voilà comment ça marche. Et ce que tu crois complètement normal, en fait, n'est pas réel. Donc il y a énormément de réflexions à faire ça, surtout autour de ce qu'on appelle la vérité. Et donc voilà, c'est un peu cet univers-là où je suis en train de comprendre et assez tourné sur comment faire pour croire qu'un monde meilleur est possible, et non seulement y croire, mais l'activer d'une manière très douce, sans se battre. Donc il y a énormément de solutions qui sont à portée de notre main. Génial, j'aimerais bien le voir ce spectacle. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aimerais partager, peut-être des œuvres, des pratiques, des choses qui t'ont aidé dans ce chemin, qui continuent de t'aider, que tu pourrais partager ou que tu aurais envie de partager? J'étais en Chine, à Chengdu, il y a 3 semaines, et ça m'a tellement inspiré de voir que des humains vivent d'une manière tellement différente, le langage,
la façon d'organiser la ville, la taille de la ville. C'est la, je sais pas, 4e, 5e ville de Chine et c'est 22 millions de personnes. Mais ça m'a fasciné de voir la diversité de façon dont on peut vivre sur la Terre. Et je pense qu'une des plus grandes sources d'inspiration, c'est d'aller et de voyager là où on ne pensait jamais aller. Et de voir et de vraiment comprendre les différentes cultures. Et on se rend compte qu'on a une humanité qui est... on est tous êtres humains. En fait, il y a tellement... Et voilà un peu les histoires et l'illusion. On a l'illusion de séparation de notre corps et du corps naturel de la Terre. On a une illusion de séparation entre nous et d'autres êtres humains. Ça crée énormément de souffrance aujourd'hui. Tout ce qui est guerre, racisme, politique aujourd'hui est très très influencé par une illusion de séparation. Et justement, une des façons les plus puissantes de rompre cette illusion, c'est d'aller vers l'autre et de connaître. Et c'est une démarche qui est très très simple. On peut voyager aujourd'hui un peu partout en Europe pour moins de 100 € si on s'y prend à l'avance. C'est à la portée de tout le monde de connaître d'autres cultures et de voir son humanité d'une manière différente. Et donc ça, pour moi, c'est une grande source d'inspiration et ça le restera, je pense. Après, énormément d'inspiration aussi sur les cultures. Je vis au Mexique une culture hyper riche et d'apprendre des cultures ancestrales du Mexique, c'est hyper inspirant. Que ce soit le temazcal, que ce soit les cérémonies qu'ils font, la relation qu'ils ont au feu, la relation qu'ils ont à l'aliment. C'est vraiment quelque chose qui est en train de m'apporter énormément aujourd'hui pour changer un peu la façon de continuer à se changer constamment. Comment les gens peuvent se connecter à toi? Est-ce qu'ils peuvent se connecter à toi? Parce qu'il y a tout un tas d'expériences possibles à vivre. Donc voilà, comment on fait? Oui, si vous voulez vous abonner, donc sur Instagram et Twitter, je suis @charlesxmichel et mon site www.charlesxmichel.com, c'est là où je mets un peu l'information et vous pouvez aussi vous abonner à une lettre mensuelle que j'envoie par mail. Donc voilà, c'est là où je communique un peu tout ce que je fais. Merci Charles, merci d'avoir pris le temps et d'avoir généreusement ouvert ta terre à ce podcast et à cet entretien. Merci. Nathalie, c'est un plaisir. Vous trouverez tous les liens et les contacts dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, sur le compte invisibily_podcast ou par mail à l'adresse invisibilypodcast@gmail.com. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, commenter sur les plateformes, mettre 5 étoiles, partager. C'est comme ça que ce podcast qui est entièrement autoproduit pourra se développer et grandir. Merci de m'accompagner dans ce voyage.